Bonjour, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Nous avons de plus en plus besoin de batteries dans un monde de transition énergétique pour éviter le réchauffement de la planète, pour satisfaire aux intermittences de production des énergies renouvelables. La batterie occupe et va occuper de plus en plus de place dans nos vies. On en parle aujourd'hui dans Business Models. Bonjour Florence. Bonjour Thomas. Vous êtes la présidente de l'IMATEC, un spécialiste justement des batteries. Vous allez nous expliquer un peu plus bas dans l'émission ce que vous faites précisément dans le domaine aéronautique. C'est très pointu. Mais on commence cette émission avec un petit regard sur l'actualité. Et l'actualité dans votre domaine est assez riche. On a une Commission européenne, des pays européens qui veulent créer un Airbus des batteries. Tout est dit, quand on ajoute Airbus à une activité industrielle, ça prouve l'ambition de l'Europe dans ce secteur. Oui, en effet, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'Alliance européenne des batteries, donc dit Airbus des batteries. Et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans ce domaine au niveau européen, donc par exemple Renault et PSA, qui donc souhaitent monter une gigafactory fabrication d'accumulateurs plus pour l'automobile du coup. Alors giga, voilà, le décor est planté, on est dans l'Airbus des batteries, c'est à l'échelle européenne, il y a des gigafactories, on est dans le monde de la démesure dans le domaine de la batterie. Oui, mais en même temps, je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, il y a surtout des acteurs chinois et américains, et donc c'est bien pour nous qu'il y ait des acteurs européens qui se mettent en place, en tout cas sur ce créneau, parce que je pense que c'est effectivement un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Oui, il était temps que l'Europe réagisse, et donc ça prouve que c'est un enjeu stratégique. La batterie, ce que je disais en introduction, va avoir une place centrale dans notre écosystème énergétique. En effet, c'est pour aller vers la transition énergétique dans le but, du coup, d'économiser du CO2. Et pourquoi est-ce qu'on parle de gigafactory ? En quoi il y a des économies d'échelle importantes ? La taille compte ? Alors, ce n'est pas mon domaine, mais effectivement, je pense que la taille compte. Et c'est vrai que nous, on est plutôt contents qu'il y ait de plus en plus de fournisseurs. Quelque part, ça nous fait aussi baisser les coûts. L'autre enjeu que l'on peut noter dans le domaine de l'actualité, c'est les études d'Airbus. Alors là, l'Airbus aéronautique, dans le domaine aérien, qui rêve d'un avion à hydrogène. Alors est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce que ça va plus loin ? En tout cas, ça prouve que voilà, il y a des équipes qui réfléchissent à l'avion du futur, un avion zéro carbone. Et ça, c'est aussi, on va le découvrir un peu plus tard, votre domaine d'expertise, l'aéronautique. Oui, alors c'est vrai que le but, il ne faut pas l'oublier, voilà, c'est effectivement l'aviation décarbonée, donc zéro carbone. Et l'hydrogène, à mon sens, peut être une réponse positive. Et nous, effectivement, on se positionne sur la partie batterie pour pouvoir stocker la fabrication d'énergie qui sera du coup produite par l'hydrogène. D'accord. Mais la batterie, elle peut avoir plusieurs emplois. Elle a une vie qui est plus large et plus vaste que l'hydrogène. C'est-à-dire qu'elle peut servir, et elle sert dès maintenant. Vous n'allez pas attendre que les avions hydrogène volent pour exister. Oui, en effet. Il faut le voir par étapes. Disons que la première étape, déjà, c'est de remplacer les vieilles technologies, plomb par exemple ou autres, par des batteries au lithium. Et la seconde étape, c'est d'aller vers l'hybridation ou l'électrification. Et pour moi, la troisième étape, c'est effectivement des batteries pour la partie hydrogène. Qui n'a pas forcément de lien avec la batterie à hydrogène. C'est deux choses différentes. Oui, quelque part, il y en a une qui transforme l'hydrogène en électricité et l'autre qui stocke l'électricité. C'est deux batteries différentes. Et on peut penser aussi à d'autres applications, c'est-à-dire que la batterie, ça peut être aussi un système dans des moyens de transport plus complexes qui peuvent remplacer aussi d'autres systèmes qui peuvent être hydrauliques. Par exemple, je cite un exemple, l'ouverture d'une porte d'un avion. Aujourd'hui, c'est un système hydraulique. Ça pourrait être remplacé par une batterie dans cet emplacement-là. Ça veut dire qu'il faut que les batteries fassent beaucoup de progrès en termes de rapport poids-puissance ?
Oui, au niveau de la capacité, en effet. Et ça, effectivement, il existe beaucoup de chimie lithium avec des capacités différentes. Et il y a un réel enjeu, effectivement, il y a des verrous technologiques encore à ce niveau-là et il y a des laboratoires de recherche qui y travaillent. Et c'est pour ça que ça attire des entrepreneurs comme vous et d'autres dans ce nouvel Eldorado de la batterie. Et on va voir en effet pourquoi ce marché séduit de plus en plus. Alors oui, on a l'impression qu'il y a un foisonnement d'acteurs qui arrivent sur ce marché. On a parlé de la Gigafactory européenne, des Gigafactories, des initiatives de PSA et de Renault, Schneider avec le projet Vercor aussi en Rhône-Alpes, je crois. Oui. À Berlin, Elon Musk qui veut implanter une Gigafactory. Donc des grands acteurs et puis des plus petits, et c'est pas vous faire injure, qui arrivent aussi sur ce secteur. Qu'est-ce qui fait converger toutes ces envies entrepreneuriales ? Alors déjà, effectivement, il y a plusieurs acteurs au niveau des fabricants d'accumulateurs. À mon sens, il n'y en a pas encore assez, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des Chinois, il y a des Américains. Maintenant, on voit que l'Europe est en train de se mettre en place. Et ça, c'est la partie fabrication chimie, donc accumulateur. Et ensuite, il y a toute une filière, une chaîne qui se met en place. Des acteurs comme nous, on se positionne sur le packaging, c'est-à-dire qu'on achète ces accumulateurs et on vient faire la partie mécanique et électronique de sécurité qui va autour. D'accord. Donc vous ne fabriquez pas le cœur de la batterie, vous fabriquez l'enveloppe et son usage. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes et c'est pour ça qu'il y a des plus petits acteurs qui peuvent se positionner sur ces marchés. C'est ça l'écosystème. Oui. Donc ce combat, ce n'est pas celui de David contre Goliath, c'est Goliath qui va aider des petits David à créer leur activité. Oui, c'est plutôt comme ça, effectivement. D'accord. Et donc ce niveau de spécialité, en effet, il peut être dans tout un tas d'activités. C'est un gros marché, parce qu'on le disait, l'enjeu va devenir assez important. Vous avez en tête la taille de ce marché ? Oui. Alors, en effet, c'est un enjeu majeur, la transition énergétique, et il y a effectivement un enjeu financier puisqu'on parle quand même d'un marché de 40 milliards de dollars annuels. Donc là, c'est le marché global, mondial. Ça, c'est les besoins de batterie au niveau mondial. Oui, exactement. Il y a aussi d'autres enjeux comme un enjeu écologique, puisqu'on va faire économiser des millions de tonnes de CO2, et un enjeu économique également, puisque c'est de la création de milliers d'emplois également. Alors, il y a souvent cette question qui se pose. En effet, on va permettre d'économiser du CO2, mais au départ, il faut produire cette énergie, cette électricité, et donc il y a aussi un enjeu de décarbonation au niveau de la production. Oui, en effet, et c'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, la filière va pouvoir se mettre en place, et également la partie recyclage, qui aujourd'hui n'est pas encore très développée. Oui, parce qu'il y a des enjeux écologiques aussi sur la production et l'usage des matériaux et des matières premières. Par contre, par rapport aux anciennes technologies utilisées, qui sont le plomb ou le nickel-cadmium, il faut savoir quand même que c'est des technologies qui sont catégorisées CMR, donc cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. D'ailleurs, il y a même une directive européenne qui souhaite les interdire. Mais aujourd'hui, il y a certains secteurs, comme l'aéronautique, qui ont une dérogation spéciale parce qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui. Donc, ils ont une dérogation pour utiliser du nickel-cadmium. Voilà, parce qu'ils n'ont pas encore des solutions au lithium suffisamment fiables et sécurisées. Donc nous, on se positionne vraiment sur ce secteur. Donc il y a un réel enjeu aussi à ce niveau-là. Au niveau sanitaire, on pourrait dire. Sanitaire également. Mais alors c'est intéressant, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs familles de batteries, plusieurs technologies. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le lithium qui a gagné ? Je pense qu'effectivement, le lithium, c'est la technologie des 50 prochaines années, oui. Il y a plusieurs façons, plusieurs cousins ou branches du lithium aussi, il n'y en a pas qu'une. Oui. En effet, il y a plusieurs chimies de lithium. Celle qui est la plus utilisée, c'est le lithium cobalt oxyde, ce qui est utilisé par exemple dans nos téléphones, dans l'ordinateur. On a vu les prouesses qui ont été faites ces derniers temps. C'est-à-dire qu'avant, on s'en souvient, c'était des téléphones lourds et volumineux. Et qui chauffaient et qui ne duraient pas longtemps. Exactement. Et aujourd'hui, ça tient dans la poche.
Et donc ça, Oui. comment est-ce qu'on fait aussi quand on est entrepreneur pour ne pas se tromper justement d'embranchement et choisir la bonne chimie? C'est justement là où il y a du coup un besoin de qualification du lithium. Et nous, on a fait le choix, en tout cas, du lithium le plus stable et le plus sécurisé. Donc, c'est le lithium fer phosphate. On est très content parce qu'Elon Musk aussi a fait ce choix-là récemment. Donc quand on est validé par Elon Musk, en général, c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Et puis, s'il crée des gigafactories sur cette technologie, forcément, ça nous fera un fournisseur de plus. Ça vous permettra d'acheter les accus. Voilà, exactement. Et je vous donne un exemple, par exemple, vraiment très intéressant. Dans l'aéronautique, c'est un secteur qui est à la chasse au gramme. 1 kilo embarqué dans un A320, c'est égal à 500 litres de kérosène par an. C'est énormissime. Donc c'est là où on voit vraiment le gain, puisqu'avec du lithium, on est 3 fois plus léger. Donc toujours sur le même exemple, on pourra faire économiser 120 kilos. Est-ce que ça progresse vite, ces technologies dans le domaine de la batterie, justement cette course à la miniaturisation, à l'efficacité, à la puissance? Pas si vite que ça finalement, et ce serait bien que ça progresse plus vite parce qu'on a toujours des verrous technologiques aujourd'hui. Alors bien sûr, les labos font de la recherche justement sur des nouvelles technologies lithium, air par exemple ou autres, pour vraiment améliorer la capacité. Ça, c'est quoi le lithium air? C'est un lithium qui pourrait être révolutionnaire dans le sens où on utilise vraiment de l'air, donc on est encore plus léger. D'accord. Voilà. Il y a aussi tout l'enjeu de la batterie solide, la batterie dite solide. Ça, c'est quelque chose que vous regardez, auquel vous croyez? Alors, c'est quelque chose que je regarde, en effet, mais au même titre que les autres technologies, je trouve que ce n'est pas encore suffisamment mature. Bon, on voit qu'en effet, c'est une chaîne de valeur qui bouge à toute vitesse. Depuis la partie écologique, production et recyclage, jusqu'aux innovations chimiques. On va maintenant découvrir l'Imatec ensemble, si vous le voulez bien. Alors, l'Imatec, votre entreprise que vous avez cofondée, comment c'est né en fait? Pourquoi tout d'un coup vous vous êtes dit, tiens, il faut créer une entreprise dans le domaine des batteries et de l'aéronautique en particulier? Alors, dans un premier temps, c'est quand même une aventure familiale. C'est mon oncle qui est chercheur au CEA, qui est aussi pilote constructeur amateur de son propre ULM, donc il l'a monté dans son garage, qui a décidé de fabriquer sa propre batterie au lithium pour son activité personnelle, quoi. Et comme souvent dans les repas de famille, on va voir les dernières innovations du tonton dans le garage, etc. Et ce jour-là, donc, il nous a fait découvrir cette batterie. Et c'est là qu'on a vraiment... moi, je me suis vraiment rendu compte de l'enjeu qu'il y avait. Voilà, pour moi, c'était une batterie révolutionnaire et il ne fallait pas le garder juste pour une personne dans un garage, il fallait en faire profiter à tous. Mais parfois, il y a de belles aventures qui naissent dans des garages. Les startups de la Silicon Valley, comme Hewlett Packard, c'est le destin qu'on vous souhaite, une startup garage au sens propre. Et donc là, ça a été le déclic. Vous avez vu cette batterie au lithium d'ULM de votre oncle dans le garage et vous avez dit, il faut développer une entreprise. Exactement. Donc on a pu bénéficier d'un transfert technologique avec le CEA, je vous remercie d'ailleurs, et avec également l'aide de la BPI et de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous ont cofinancé donc la première étude pour faire notre premier démonstrateur de batterie aéronautique. Mais vous, c'était quelque chose auquel vous réfléchissiez, vous disiez, tiens, j'ai envie d'entreprendre, ou ça a été un coup de foudre? Oui, effectivement, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je viens d'une famille à la fois d'entrepreneurs et aussi de chercheurs. Donc c'est vrai que ça m'a montré aussi l'exemple. Et j'ai toujours eu effectivement cette envie, oui. Et pour revenir sur cette batterie d'ULM, sa vocation, c'est quoi? C'est de remplacer l'essence et de propulser l'ULM? Non. Ou c'est un appoint? Non, au départ, c'est vraiment pour remplacer les batteries actuelles. Donc on reste sur des moteurs hybrides. Et voilà, juste par le gain de poids, donc divisé par 3, on économise du coup du kérosène. Et donc vous vous êtes dit, tiens, on va faire économiser à l'aéronautique et on va remplacer les batteries, parce qu'il y a déjà des batteries dans les avions, on va leur faire gagner du poids. C'est ça le cahier des charges, au le départ, pitch. Oui. Et alors, ça a évolué comment? Ça a pas mal évolué, effectivement. Dans un premier temps, donc, on était sur le marché de l'ULM, puis finalement, très vite, on a vu les intérêts des autres marchés, comme
l'aviation certifiée, les hélicoptères, et puis même maintenant on discute déjà avec des grands donneurs d'ordre de l'aviation générale, l'aviation commerciale et militaire également. Mais les batteries dans l'aéronautique, pour l'instant, c'est vraiment un appoint de stockage d'énergie. Ça n'a pas vocation à faire voler les avions à court terme. Ça a vocation à faire démarrer les moteurs dans un premier temps, comme au même titre qu'une batterie de voiture. Et ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a d'autres étapes. Donc, il y a l'étape après de l'hybridation. Donc, c'est des batteries qui sont plus haute tension. Et puis après, vers l'hydrogène. D'accord. Et donc, des batteries qui vont gagner en taille, en importance dans l'aéronautique et en valeur, j'imagine. Quand on est chef d'entreprise, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire vous allez avoir un marché qui va grossir et vous allez vendre des batteries plus chères. Oui, alors effectivement, on apporte de l'innovation puisque c'est aussi une batterie intelligente et donc un petit peu plus cher que les batteries actuelles. Aujourd'hui, on a très peu de concurrents dans le lithium, c'est-à-dire que nos concurrents, c'est plutôt des fabricants de batteries ancienne technologie et on a un seul concurrent au monde qui est américain et on aimerait se positionner en tant qu'Européen aussi. Et comment est-ce que vous êtes accueillis par le marché? Est-ce que les constructeurs aéronautiques vous ouvrent les bras ou est-ce qu'il faut montrer patte blanche? C'est un processus assez long, on imagine, avant d'être certifié. Alors oui, on est sur des cycles longs. En effet, l'aéronautique, c'est un cycle très long. Au début, il faut faire ses preuves, il faut surtout montrer qu'on a une stabilité financière dans ce marché-là. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'aéronautique, souvent, a besoin d'un double sourcing. Donc le fait qu'il n'y ait qu'un seul fabricant au monde de lithium, ça peut du coup bloquer certains avionneurs, ça leur bloque l'accès finalement à cette technologie. Et vous avez commencé donc à commercialiser votre technologie ? Non, alors aujourd'hui, on ne peut pas commercialiser tant qu'on n'a pas passé les certifications. On a terminé notre partie recherche et développement et l'année 2021 va être consacrée au passage justement des certifications. Et donc les premières ventes sera à quel horizon ? 2022, on souhaite passer les certifications par modèle et donc les premières ventes en 2023. D'accord, oui, donc il faut vraiment se projeter, c'est des pistes de décollage qui sont longues. Oui. Et donc il faut financer toute cette aventure, vous venez d'annoncer une levée de fonds ? Oui. En effet, on vient de clôturer notre levée de fonds en juillet dernier de 2,2 millions d'euros. C'est facile de convaincre des investisseurs quand on a un projet de commercialisation et donc de retour sur investissement à horizon 2023 et au-delà ? Non, c'est pas facile et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un projet européen qui s'appelle Horizon 2020, justement pour demander de l'aide financière à l'Europe. Et justement, on a été lauréat cette année sur 2071 dossiers. 2071 dossiers et vous avez gagné vous êtes devenu lauréat. Oui, il y a 60 entreprises en France qui ont été lauréates sur cette promotion-là. Bon, bravo. C'est une preuve en effet du talent de l'IMATEC et c'est comme ça qu'on attire aussi les capitaux qui vont bien, les talents, parce que j'imagine qu'il y a un enjeu aussi pour recruter des cerveaux. Alors là, aujourd'hui, on est 10. Et là, du coup, on est en pleine période de recrutement. On souhaite recruter 10 nouvelles personnes. Effectivement, c'est un enjeu aussi. Il faut mettre en place notre structure, notre organigramme, l'organisation, les processus qui vont avec. Et on souhaite trouver maintenant des profils un peu plus expérimentés, voire même seniors pour certains. On met en place des directeurs aussi et des profils aéronautiques. Mais je vous dirais, aujourd'hui, avec la crise, on a beaucoup moins de mal à trouver des profils sur le marché. Bon, il y a toujours des opportunités dans les crises, c'est ce qu'il faut retenir. On va s'intéresser maintenant à vous, Florence. Pourquoi est-ce qu'une jeune femme a décidé d'entreprendre dans ce secteur ? Alors on l'a vu, c'est un virus familial, c'est votre oncle qui vous a inoculé celui-ci et donc vous avez décidé de vous jeter à l'eau. C'est quelque chose qui est assez vivant, une création d'entreprise avec des émotions fortes. Comment est-ce que vous gérez finalement ces hauts et ces bas ? Alors, elle est vaste la question, je vais commencer par le début. Du coup, en effet, moi, mon rôle, ça a été de rassembler les bonnes personnes autour d'une vision commune, d'un objectif commun. Et donc, de pouvoir leur donner les moyens financiers, humains, matériels, pour que ça devienne possible. La chef d'orchestre. Un peu. Ensuite, on partage quelque chose avec mes associés. On partage quelque chose, c'est qu'on a tous été brisés par le système scolaire. Ah bon ? On a tous été brisés, voilà. Pourtant, vous avez fait de belles études. Ça a été très difficile pour moi, les études.
Et du coup, on s'est retrouvés ensemble et on a su faire de nos différences une force. Et alors, comment est-ce que vous avez surmonté ce côté, enfin, comment est-ce que vous êtes réunis autour de, c'est intéressant comme sujet, sur cet échec scolaire qu'il faut relativiser, ou cette difficulté autour du monde scolaire. C'est-à-dire que vous êtes dit, tiens, on peut quand même s'intéresser au monde des sciences, au monde des technologies, de façon peut-être moins scolaire. Enfin, c'est quoi ce qui fait le ciment de cette entreprise ? Il y a une partie autodidacte, effectivement, avec mes associés aussi qui le sont. On regarde régulièrement des vidéos sur YouTube pour s'auto-former. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça. Il y a le contexte familial, bien sûr. Et puis un jour, on s'est lancé et c'est vrai qu'on partage quelque chose tous ensemble. C'est-à-dire qu'on souhaite agir, avoir un impact sur notre environnement. Ça, c'est vraiment, je pense que beaucoup d'entrepreneurs partagent. La foi déplace des montagnes, peut-on lire dans la Bible, et c'est un petit peu cette démarche aussi, se dire que voilà, quand on a un objectif, quand on a une ambition très forte, on trouve les moyens pour réussir. Oui, et puis il faut être astucieux. Et c'est vrai qu'avec nos parcours un peu chaotiques, ça nous a appris aussi à être astucieux, à être résilient, à avoir une force de travail aussi. Il y a une forme de débrouille dans l'entrepreneuriat, il faut être malin. Vous parliez de hauts et de bas tout à l'heure, par exemple. Effectivement, il y a des hauts et des bas dans toutes les startups. C'est normal, c'est la vie d'une startup. Mais il y a des moments très forts. Et souvent, c'est aussi dans les hauts et c'est aussi dans les bas. Et par exemple, dans un bas qu'on a eu, forcément, au niveau de la trésorerie, on a nos salariés, certains jeunes aussi, qui sont allés faire des prêts étudiants dans les moments difficiles. On leur a montré l'exemple, parce qu'on a été les premiers à s'endetter, qui ont demandé de l'aide financière à leurs familles, à leurs amis, les personnes qui ont travaillé avec nous, des sous-traitants, autres. Et ça, c'est des moments forts, c'est beau. Et ça crée du lien, et en effet, c'est la dimension, c'est l'autre dimension. Et souvent, on voit des images d'entrepreneurs et d'entreprises de réussite, mais il y a toute la prise de risque qui l'accompagne avant d'atteindre ce sommet. Oui, c'est des angoisses nocturnes, c'est sûr. Et puis, quand on y arrive, après, c'est l'euphorie, ça fait vraiment plaisir. On sort un peu de ces angoisses et on peut enfin se concentrer finalement sur ce qu'on a envie de faire, sur ce quoi on a envie d'agir. Alors, l'émission s'appelle Business Model parce qu'on cherche aussi des grandes figures qui peuvent inspirer les entrepreneurs comme vous. Est-ce qu'il y en a ? Des émissions, vous dites ? Non, des figures, des personnages oui. qui vous ont inspiré dans votre parcours. Oui, Elon Musk par exemple, qui fait rêver, je pense, un bon nombre de citoyens. Steve Jobs également. J'ai été très inspirée aussi par la série Silicon Valley, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc ça, c'est une fiction, mais ça vous a donné envie aussi de vous projeter en tant que... Bien sûr. Dans la réalité de ce monde des startups. Mais réellement, ce qui m'inspire, c'est plutôt les personnes qui m'entourent. C'est mes associés. Au début, on a commencé à 5, 8, aujourd'hui 12. C'est des personnes extraordinaires, tous donc, y compris les entrepreneurs. petits collaborateurs qui sont allés demander de l'aide financière à leur Bien famille sûr. pour passer les temps Bien difficiles. C'est des moments extraordinaires qu'on vit et qui sont très touchants. Et on a été coachés par des entrepreneurs qui sont beaucoup moins connus qu'un Steve Jobs ou qu'Elon Musk, bien sûr, mais qui nous inspirent au jour le jour, qu'on connaît, en fait. C'est ça, la différence. Oui, bien sûr. C'est quoi votre rêve, en fait, avec Imatech ? Où est-ce que vous voulez emmener cette entreprise ? Moi, je souhaite mettre une batterie dans l'espace, par exemple en participant à un projet spatial, à défaut de pouvoir y aller soi-même. Mon associé, lui, rêverait de créer une fusée un jour. Ah oui, donc c'est sortir de l'aéronautique pour aller dans le spatial, c'est ça l'évolution ? Plus on avance, plus on se dit que tout est possible. Et ça, c'est des domaines qui font rêver. C'est aussi ça la magie de l'entrepreneuriat, on se crée ses propres limites, ou en tout cas on essaie de les repousser au maximum. Si vous aviez une baguette magique, comment vous l'utiliseriez ? Ce serait pour résoudre quel problème principal ? J'ai pas réfléchi à cette question. Aujourd'hui, moi, je crois pas vraiment à la baguette magique. C'est plutôt aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on a l'impression vraiment que les étoiles se sont alignées. Ça a été très difficile. Et puis, à force d'essayer, on finit par réussir.
Souvent, je dis, à tenter, on risque de réussir. Et si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte qu'on puisse, qu'on réussisse déjà, qu'on puisse vraiment avoir un impact sur notre environnement et vraiment changer le monde finalement. Tous les gagnants ont tenté leur chance, hein. C'est aussi ce message qu'il faut retenir. Merci beaucoup Florence de ce témoignage. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.